aux choses sérieuses, je vais dire, hein, puisqu'on va commencer à réfléchir collectivement. Mais avant cela, je vais vous introduire alors, Isabelle Notaris, j'espère que je le prononce bien avec le S, directrice de l'Ocsim, donc qui va se présenter elle-même, elle le fera bien mieux que moi. Et puis ensuite, on enchaîne avec les causeries de terrain et puis la discussion collective avant l'atelier. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Merci Xavier pour cette invitation. Merci Serge de nous avoir mis en relation. Et donc, voilà, c'est une première pour moi. Quand j'ai eu Xavier au téléphone au sujet de cette intervention, il m'a dit « Tu te présentes rapidement, tu dis 2 mots sur le CIM et ensuite sur ce que tu penses du sujet. » Donc, je vais essayer de faire ça bien, en peu de temps, avec la lourde responsabilité de passer après les discours protocolaires de ce matin et après le déjeuner. Donc, voilà. Donc, je m'appelle Isabelle Notaris, je suis directrice de l'Ocim depuis très peu de temps, puisque ça fait 4 semaines exactement que j'ai pris mon poste. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc avant ces fonctions-là, j'étais directrice adjointe au Muséum de Toulouse. Avant, j'étais à Cayenne, en Guyane, où j'ai eu la grande chance de travailler avec Benoît à plusieurs reprises. Avant à Paris, avant à Bruxelles et avant à Beyrouth. Voilà, pour le reste, vous aurez très certainement le CV complet sur les réseaux. Donc je prends la direction de l'Ocim, qui, comme vous le savez certainement, est resté un long moment sans direction. Donc les autorités de tutelle, avec mon arrivée, ont souhaité que je fasse une remise à plat complète des objectifs de ce service en termes de stratégie de développement et pour les 3 années à venir. Donc ces objectifs, ils vont être présentés très rapidement. Et pour autant, je tiens à vous rassurer, l'ADN de ce service n'a pas l'intention de changer. Nous sommes au cœur d'interconnexions sur des pratiques muséales, sur des réflexions et des ressources en prise avec les défis de ce monde contemporain. Et il s'agit toujours de proposer des expertises qui concernent de très près les professionnels des musées, du patrimoine, qui travaillent au rapprochement entre les sciences et la société. Voilà bien un sujet qui me permet une transition toute trouvée avec les thématiques de ces rencontres qui nous occupent aujourd'hui. Donc les questions qui touchent à l'environnement sont devenues l'un des enjeux les plus importants de notre époque. On ne va pas revenir dessus, je pense que Serge nous en a fait une démonstration éloquente hier soir. Et ces enjeux nous incitent à repenser les fondements du musée, offrant ainsi une opportunité de renouveler ses liens avec le territoire et ses communautés d'habitants. Donc si Serge a posé la question du stop, Xavier celle de la résonance, moi je vais poser celle de la révolution. Voilà. Mais une révolution émancipatrice pour s'interroger sur la façon dont les musées peuvent contribuer réellement à cette idée de révolution émancipatrice. Quand on reprend la définition émancipatrice, c'est bien libéré d'une contrainte légale, d'une domination et d'un état de dépendance. Ce qui en soi, je trouve, est vraiment intéressant lorsqu'on se pose la question de l'Anthropocène. Et conquérir cette liberté de conscience pour faire face à la puissance sidératrice de l'éco-anxiété. Parce que nous sommes tous confrontés, en tant que responsables de musée, même à titre personnel, je pense, à cette responsabilité de sensibiliser tous les publics en tenant compte des validations scientifiques, des héritages sociologiques, économiques, des politiques contemporaines. Mais dans la réalité des faits, comment ça se traduit très concrètement sur le terrain, c'est comment on fait face à cette nécessité de dire vrai, de dire validé scientifiquement et sans effrayer. Parce que, on va se parler très clairement, nos publics, est-ce qu'ils vont vraiment avoir envie de se dire allez, les enfants, avec les cousins, le week-end prochain, on va aller au musée voir la super expo qui explique vachement bien la fin du monde, quoi. Ça va être trop sympa. C'est clair que non. Donc, comment on peut créer des nouveaux paradigmes sans être dans le défaut de loyauté par rapport au sujet qui nous concerne, et comment on invente du coup ces nouvelles relations avec les publics. De nombreuses études très récentes, dont l'éducation nationale fait fi complètement, font apparaître une importance déterminante dans la dimension affective, opérationnelle dans la question des apprentissages. L'envie d'apprendre serait indissociable des dimensions sensibles et émotionnelles. Cette relation affective avec les objets d'apprentissage permet l'appropriation des savoirs
et aurait en plus tendance à les renforcer en contribuant à construire des comportements citoyens et responsables. Donc je pense que là, on est vraiment au cœur d'un sujet qui, je pense, on peut se saisir et réfléchir, et qui fait écho aussi à cette réflexion d'une des collègues lors de la conférence de Serge au sujet de la question de la beauté. Comme quoi, en fait, on n'est pas dans quelque chose de dichotomique, bien au contraire. Et donc, certains de ces chercheurs évoquent même la liaison qu'il y aurait très forte entre cette liberté de l'esprit et la force du sensible. Donc, les musées peuvent raconter de nouveaux récits pour mieux comprendre notre époque en ayant des approches novatrices dans cette narration. À ce sujet, donc, je vais vous raconter une petite histoire de chant et de printemps, car c'est bientôt le retour des hirondelles. Et voilà. Il y a 60 ans, il y a un éditeur américain qui publiait l'un des livres les plus importants du XXe siècle, Printemps silencieux. L'Amérique découvrait avec cet ouvrage un péril invisible, celui qui fait taire les oiseaux au printemps, les insecticides. Donc cette histoire, elle m'a été rapportée par un vieux merle de ma connaissance, qui est né dans une ancienne ferme d'une campagne, qui est devenue une ZAC depuis. Mais les merles se moquent complètement de ces dénominations géographiques. Eux, ce qu'ils aiment avant tout, c'est les haies. Et il me disait que depuis l'époque des peintures rupestres, les hommes ont toujours observé et représenté les oiseaux, enchantés par leur légèreté et leur chant. Et d'ailleurs, les poètes s'en sont souvent inspirés pour décoder notre humanité, avec un certain nombre de proverbes et d'expressions qui nous sont restés désormais. On dit bavard comme une pie, bailler aux corneilles, gai comme un pinceau, manger comme un oiseau, se brûler les ailes ou bien voler dans les plumes. Au fil du temps, il y a une riche symbolique qui s'est incarnée avec tout ça. La colombe pour la paix, les cigognes pour la fertilité, les cygnes pour la fidélité. Et ce poète me dit que marcher dans la nature, c'est comme se trouver dans une immense bibliothèque où chaque livre contiendrait que des phrases essentielles. Donc une façon de nous dire que ces destins entre les oiseaux et les nôtres sont profondément liés et qu'il ne tient qu'à nous d'y prendre garde. Et lorsque on parle d'histoire et qu'on parle de récit, j'ai été vérifiée parce que je me suis dit c'est important de revenir à cette définition. On parle de nouveaux récits. C'est hyper pas simple en fait de définir le récit. Et Walter Benjamin, il dit à ce sujet quelque chose que j'ai trouvé extrêmement pertinent et pour participer à nos réflexions. Il dit que le récit, il a un pouvoir germinatif. Voilà, et ça fait un lien fort, je crois, avec ses propos sur la manière dont on peut créer de nouvelles relations avec un nouveau mode de narration et nos publics. Ainsi, en travaillant à diffuser de la créativité dans toutes ces interactions sociales, en abordant une approche proactive, comme des acteurs clés de l'éducation publique, en étant dans cette réflexion et de l'action autour de ces enjeux pour faire le lien entre hier et demain, les musées, je pense, peuvent offrir un véritable espace d'émancipation intellectuelle, encourageant cette prise de conscience et cette mobilisation citoyenne. Donc là, on est bien dans ce que j'appelle, moi, une révolution émancipatrice. J'ai bien conscience qu'en disant ça, d'ailleurs, en plus, je suis filmée, je ne sais même pas comment ça va être pris par mes autorités de tutelle, mais cela pose d'autres questions qui ne sont pas simples, notamment la ligne de crête dans laquelle on se trouve entre militance et engagement. Et je pense que ça, c'est aussi une vraie question à se poser, comment on fait avec tout ça. Et cette démarche qui vise à transformer les musées en des lieux de dialogue, d'innovation, de résilience face à ces grands défis environnementaux et sociétaux, c'est jouer un rôle essentiel pour offrir un espace d'inspiration, d'apprentissage, pour trouver la voie E ou voie X, comme on veut, d'un avenir résilient, et pour être donc un acteur ou leader de cette révolution émancipatrice. Voilà, je ne vais pas être plus longue. Si vous voulez, je peux répondre à une autre de questions. Je voulais juste vous dire que cette question de ce positionnement vis-à-vis de l'engagement et du militantisme, c'est un des points que j'ai souligné immédiatement en arrivant à l'OCIM, à savoir que j'ai bien conscience, puisque moi j'ai traversé le miroir, puisqu'avant j'étais une professionnelle des musées, donc j'ai bien conscience que
dans nos actions, dans nos positionnements professionnels, on n'a pas souvent le droit de s'exprimer. Et je pense que peut-être l'OSIM peut être une caisse de résonance par rapport à un certain nombre de sujets sur lesquels les professionnels, eux, seuls, vis-à-vis de leurs administrations, leurs collectivités territoriales, ils n'ont pas le droit de le faire. Donc on peut peut-être servir d'une forme de collecte, de cueillette des sujets qui questionnent l'ensemble des professionnels. Voilà, merci beaucoup. Christine Morier, donc coopératrice OCRA, mais ancienne directrice de parcs zoologiques. La question effectivement de l'affect se pose très fort aussi dans des lieux comme les zoos, mais c'est pas de ça que je voulais parler. Nous étions côte à côte ce midi et vous avez parlé du nombre d'exemplaires diffusés de la lettre de l'OSIM. Je crois que c'était 1000 ou 1500. C'est le nombre de tirages, oui. Le nombre de tirages. Et effectivement, par rapport au rôle que peut jouer une telle revue, puisqu'il n'y en a pas tant que cela, sur ces sujets traités qui sont hautement importants, comment est-ce que dans le cadre de votre nouvelle arrivée, vous envisagez de développer un peu plus avant cette diffusion? Vous l'avez brièvement évoqué, mais je voulais y revenir ici. Il n'y a pas de souci, je vais répondre. J'ai déjà plus ou moins répondu avec mon introduction, qui est que je dois rendre un programme de développement qui va être validé par les autorités de tutelle. Donc tout ce que je dis là n'aura pas de réalité tant que ça ne sera pas passé devant les autorités de tutelle. Donc ça, c'est un premier point, afin qu'on sache bien d'où je parle quand même. Je n'aime pas faire de fausses déclarations. Donc la question qui va se poser sur la lettre de l'OSIM, comme sur toutes les différentes offres proposées par l'OSIM, ça ne va pas vous étonner, c'est que je dois en faire un modèle économique viable. Donc en l'occurrence, pour être très clair sur la lettre de l'OSIM, dans la situation dans laquelle je la découvre aujourd'hui, puisque évidemment, comme vous le savez, je l'ai précisé, ça fait que 4 semaines. Donc effectivement, on a un tirage à 1500 exemplaires, on a 400 et quelques abonnements et plus de 600 gratuits. Voilà. Donc, à partir de là, il faut que je trouve le bon équilibre, en fait. C'est-à-dire trouver un mode de diffusion qui réponde au plus grand nombre et trouver un mode de diffusion qui soit viable en termes économiques pour qu'on puisse maintenir, surtout, la qualité de cette revue, sachant qu'elle repose en très, très grande partie uniquement sur de la bonne volonté. Donc comme vous le savez tous, la bonne volonté c'est extraordinaire, mais c'est extrêmement précaire et fragile. En d'autres termes, j'ai une grippe dans l'équipe et il n'y aura pas de prochaine lettre de l'OSIM. Voilà. Donc je suis en train d'y travailler vraiment très sérieusement, avec peut-être une partie que je vais mettre en ligne plus facile d'accès, diminuer peut-être le nombre de pages pour essayer de trouver un modèle économique un peu plus stable. La question se pose aussi sur je suis très concrète, sur la question du marché de l'impression, qui est un marché très cher. Et en même temps, j'ai beaucoup de boucliers qui se lèvent parce que c'est une coopérative locale. Donc on me dit oui, mais non, on veut respecter ce modèle économique, ce que j'entends parfaitement, sauf qu'elle est beaucoup, beaucoup plus chère que ce que je pourrais trouver ailleurs. Donc voilà, je suis en train de travailler à tout ça. L'essentiel étant que, évidemment, on souhaite maintenir à tout prix cette revue et maintenir cette qualité et maintenir cette diffusion. Voilà, ça c'est l'objectif prioritaire. En tout cas, là, je peux vous rassurer là-dessus. Et voilà. Par contre, quelle forme ça va prendre exactement au final, ça, je peux pas. C'est trop tôt pour que je puisse m'étendre plus sur la question. Je vous en prie. Merci pour ces intentions et ce rappel. Simplement, quand même, pour pointer on va dire, une forme de dégradation du service public, puisque quand même la lettre de l'OSIM était gratuite et diffusée abondamment il y a encore une dizaine d'années.
On est passé finalement à un modèle payant à un moment donné. Et puis là, on voit que les taux se resserrent encore un peu plus en nous disant qu'il faut définir un modèle économique pour que ça soit d'une certaine manière, voilà, que ça s'équilibre, hein, si on comprend bien. Donc c'est peut-être intéressant aussi quand même parce qu'on est tous pris dans des logiques où qu'on soit de resserrement de l'étau, on va dire, où on essaye de faire en sorte de maintenir coûte que coûte, hein, et on voit qu'on n'y arrive pas parce que progressivement ça se dégrade, ça se dégrade, ça se dégrade. La logique de l'OCIM, quand même, parce que je suis dans le comité des publications depuis longtemps, finalement a été quand même d'être là en termes de service public pour faire un réseau entre les professionnels et du coup effectivement l'idée n'était pas du tout d'avoir une rentabilité il y a 20 ans. Hein, et donc c'est peut-être important, alors c'est pas du tout une accusation de qui que ce soit, mais c'est quand même de le rappeler et de se dire que voilà, on est quand même dans une fuite en avant, là aussi, sur une dégradation progressive un peu de nos missions de service public un peu partout, quoi, et que ce soit dans les musées, que ce soit dans les réseaux, que ce soit à l'université, c'est pareil. Voilà. C'est juste une remarque. Après, il y a des choses... mais bon, je ne suis pas trop m'étendre parce que je pense que c'est... Voilà, mais... Il y a des choses très pragmatiques en fait qui permettraient de faire que ça soit plus simple et que ça aille beaucoup mieux. Alors voilà, simplement, je ne peux pas, moi, toute seule, aller à l'université de Dijon et dire ça suffit comme ça. Voilà, mais je vais vous donner un exemple très bête. Pour faire un abonnement, c'est 2 heures de temps. J'ai fait le calcul aujourd'hui, j'ai plus de 15% des demandes d'abonnement qui sont abandonnées en cours de route. Pourquoi ? Parce que pour faire un abonnement, il faut utiliser le logiciel de l'administration de l'université, qui n'est donc pas fait pour ça, et qui demande à chaque personne son RIP, sa date de naissance, son lieu de naissance, la copie d'identité, etc., sans parler du groupe sanguin. Donc bon, bref, évidemment, au bout d'un moment, ça ne marche pas. Mais des choses comme ça, très bêtes, permettraient de fluidifier et certainement de sortir d'une logique où, en fait, là, on est un peu coincé. C'est pour ça que je vous disais, je suis vraiment dans une étude très concrète, en fait. Et donc, l'un de mes première action en arrivant, ça a été d'aller voir le DGS pour dire changez-moi ce truc-là, c'est pas possible, je peux pas. Mais tant que j'ai pas cette réponse, je peux pas garantir que je peux diffuser plus, etc., etc. Bon, voilà, c'est juste pour vous dire que je m'y attelle très sérieusement et que voilà, l'idée n'est pas de tomber dans une forme de rendement à tout prix et de rassurer les autorités de tutelle tout en permettant de continuer à œuvrer le plus possible pour les usagers. Voilà. Plus de questions, c'est bon. Merci.